Je pense pouvoir affirmer sans trop prendre de risques qu'on a tous déjà utilisé WeTransfer au moins une fois ici. Pour envoyer des fichiers assez volumineux comme des vidéos en 4K, des films ou des gros albums photos, ce genre de service est extrêmement utile et m'a clairement sauvé plus d'une fois. C'est super intuitif, en quelques secondes t'as un petit lien magique qui permet à n'importe qui de télécharger ton contenu. Mais vous vous êtes jamais demandé ce que WeTransfer fait de vos contenus en question? Quand vous chargez vos dossiers parfois confidentiels, est-ce que WeTransfer peut les consulter, voire même les exploiter à ses propres fins? Envoyer un document via WeTransfer, c'est le confier à une entreprise qui techniquement peut très bien le conserver et le récupérer pour l'utiliser à sa guise. Si j'ai décidé de vous parler de ce sujet maintenant, c'est parce qu'il y a maintenant plus d'une semaine à l'heure où je vous tourne cette vidéo, un scandale les concernant a éclaté. WeTransfer a discrètement modifié ses conditions d'utilisation et certaines lignes ont, comment dire, pas mal troublé les médias et des millions d'utilisateurs. Alors, qu'en est-il vraiment? Que risquent les dizaines voire centaines de fichiers que vous avez peut-être déjà uploadés sur leur serveur? Il est temps pour nous de répondre à toutes ces questions. Mon but avec cette vidéo et cette chaîne en général, c'est de vous présenter des mini-enquêtes sur les dessous d'entreprises que vous connaissez tous. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner tout en activant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines. Et maintenant que tout est dit, il est temps pour nous d'enquêter. Alors pour bien comprendre ce qui va suivre, faut déjà commencer par la base et comprendre comment le modèle de WeTransfer fonctionne techniquement. Une fois votre fichier uploadé en quelques minutes voire secondes sur WeTransfer, un lien de téléchargement est généré et n'importe quel destinataire en sa possession pourra l'utiliser pour le récupérer. En somme, WeTransfer agit comme un intermédiaire éphémère, il stocke vos données pendant quelques jours puis les supprime automatiquement une fois le transfert terminé ou expiré. On reviendra plus en détail sur ce point plus tard. L'un des secrets du succès de WeTransfer, c'est sa simplicité d'utilisation. Pas besoin de créer de compte utilisateur, pas de logiciel à installer, tout se passe dans votre navigateur web sur la page WeTransfer. L'interface se présente comme un petit panneau très discret sur le côté de l'écran et sur ce panneau, on trouve seulement l'essentiel. Cette interface épurée, elle est volontairement minimaliste. WeTransfer supprime toutes les barrières inutiles pour l'utilisateur. Tu viens, tu déposes ce que tu as déposé et c'est point barre. Mais concrètement, derrière cette interface, ton document il part où en fait? Lorsque vous cliquez sur le bouton transférer, le site démarre l'upload, c'est-à-dire l'envoi de vos fichiers vers les serveurs WeTransfer. Pendant la progression de cette barre de chargement, vos fichiers voyagent sur internet depuis votre ordinateur jusqu'à l'infrastructure cloud de WeTransfer. Pendant leur trajet, WeTransfer chiffre les fichiers grâce au protocole TLS ou Transport Layer Security. Bon, c'est assez technique à expliquer, mais en gros, ça veut dire qu'entre votre ordi et les serveurs de WeTransfer, vos données sont comme dans une enveloppe scellée que personne ne peut lire s'il intercepte les paquets sur le réseau. Niveau sécurité, c'est bien robuste, mais évidemment le risque zéro n'existe pas. En arrivant à destination, sur les serveurs de WeTransfer, les fichiers sont stockés et chiffrés également, généralement avec un algorithme de cryptage robuste du type AES 256. Son rôle, c'est de transformer chaque fichier en un enchaînement incompréhensible de caractères grâce à une clé secrète ultra longue de 256 bits, ce qui revient à un mot de passe si complexe qu'aucun ordinateur, même les plus puissants, ne peut le deviner même en des milliards d'années. Pour y arriver, AES 256 passe ton fichier à travers 14 étapes successives de transformation mathématique. Le seul moyen de déchiffrer le contenu serait d'utiliser la clé de déchiffrement. Dans un sens, ce protocole est génial, car même si quelqu'un intercepte ton fichier sur internet, il ne pourrait rien faire sans cette fameuse clé pour le déchiffrer. Mais attention, chez WeTransfer, c'est eux qui ont la clé. Donc si quelqu'un accède à cette fameuse clé ou si eux-mêmes voulaient lire ton fichier, ils le pourraient sans problème. C'est ça la grande différence avec le chiffrement de bout en bout, où seul l'expéditeur et le destinataire peuvent lire le contenu des fichiers, car eux seuls possèdent la clé pour les déchiffrer. Avec WeTransfer, les fichiers sont bien protégés. Ils sont chiffrés pendant l'envoi et lorsqu'ils sont stockés sur les serveurs, ça on l'a bien compris maintenant, mais encore une fois, techniquement, ils ont les capacités de lire vos documents. C'est un aspect qui est d'ailleurs commun à beaucoup de services que vous utilisez au quotidien, alors ça reste franchement safe, je vous rassure, mais c'est quand même bon à savoir. Mais bon, maintenant qu'on a toutes les bases, qu'on sait comment ils stockent nos données et s'ils peuvent y avoir accès ou non, la dernière info importante à prendre en compte avant de continuer à creuser concerne tout ce qui est expiration et suppression des données. WeTransfer, c'est pas un disque dur en ligne permanent, c'est un casier temporaire. En version gratuite, les fichiers envoyés sont conservés seulement 3 jours max sur leur serveur. Passé ce délai, ils sont automatiquement supprimés pour faire de la place. C'est à ce moment précis que le lien de téléchargement cesse de fonctionner.
Si on clique dessus après expiration, on obtient un message indiquant que le fichier n'est plus disponible. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, perso ça m'arrive vraiment souvent, j'espère que je suis pas seul. Cette suppression automatique, elle présente quelque part un avantage de sécurité. Même si quelqu'un parvenait à accéder à vos données, ce qui reste hautement improbable grâce au chiffrement, il n'aurait qu'un court laps de temps pour agir, puisque le fichier disparaît au bout de 3 jours seulement. Après, pour les usages où on a besoin d'un lien qui dure plus longtemps, c'est là qu'intervient l'offre payante. Via les 5 offres payantes proposées par le site, les possibilités sont bien plus vastes. On parle de transfert illimité, d'expiration illimitée même, avec un antivirus inclus pour plus de sécurité quand tu reçois un fichier, mais forcément ces avantages ont un prix. Si tu veux pas payer, t'es restreint à 10 transferts par mois seulement et tu seras rentabilisé en quelque sorte via les pubs présentes sur leur site. Par contre, si t'as un vrai besoin à combler, t'as les abonnements payants plus rentables pour WeTransfer qui te permettent d'exploiter leur service à son plein potentiel. Si j'ai fait une brève aparté sur ce sujet, c'est parce que c'est important de comprendre comment un service gratuit se finance. Beaucoup d'entreprises qui proposent des services partiellement gratuits analysent les données de leurs utilisateurs pour les monétiser via de la publicité ciblée. C'est le cœur du modèle économique de Google ou Facebook par exemple. Mais attention, ce n'est pas le cas de WeTransfer. Il déclare ne pas vendre ni utiliser les données personnelles de ses utilisateurs à des fins commerciales. Donc bon, on l'a compris, à des fins commerciales, non. Mais dans d'autres circonstances, le sujet est plus opaque. En juillet 2025, WeTransfer a mis à jour ses conditions générales d'utilisation et quelques lignes ont déclenché une véritable polémique sur internet. Plus précisément, une nouvelle clause est apparue dans leurs conditions d'utilisation, la clause 6.3, suggérant que les fichiers envoyés par leurs utilisateurs pourraient servir à entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Cette clause, prévue pour entrer en vigueur le 8 août 2025, accordait à WeTransfer une licence extrêmement large sur tous les contenus transférés via la plateforme. En termes simples, cela signifie que toute photo, vidéo, document ou autre fichier que vous envoyez avec WeTransfer aurait pu être utilisé par l'entreprise à diverses fins sans votre autorisation. Le truc, c'est que ça va plus loin que ça. La clause controversée stipulait que l'utilisateur accorde une licence perpétuelle, mondiale, non exclusive, libre de redevances, transférable et sous-licenciable à WeTransfer sur ses fichiers. Autrement dit, avec cette clause, WeTransfer se donne le droit d'utiliser vos fichiers partout dans le monde et pour toujours, sans payer de compensation et même en pouvant céder ses droits à des partenaires. Mais encore une fois, c'est pas tout. La licence incluait explicitement le droit de, je cite, reproduire, distribuer, modifier et créer des œuvres dérivées à partir des contenus de ses utilisateurs. Autrement dit, sur le papier, avec ces nouvelles CGU, WeTransfer se donnait le pouvoir de transformer les fichiers de ses clients et d'en faire potentiellement de nouvelles créations sans limitation claire. Ouais, on s'accorde, ça commence à faire beaucoup. La clause précisait que ces droits servaient notamment à améliorer les performances des modèles d'apprentissage automatique ou machine learning, servant à la modération du service. En gros, ce qu'ils envisageaient, du moins publiquement, c'était de faire analyser les fichiers des utilisateurs par des algorithmes d'IA, officiellement pour améliorer leurs outils de modération de contenu. Le simple fait d'utiliser le service aurait signifié accepter tacitement que vos données alimentent ces modèles d'IA. Alors, il est quand même important de noter que ce type de formulation dans des CGU, c'est pas totalement inédit en soi. Beaucoup de services en ligne demandent une licence large sur les contenus, ne serait-ce que pour pouvoir techniquement stocker, copier et transmettre vos fichiers à travers le monde. Par contre, mentionner explicitement l'entraînement d'une IA sur les données des utilisateurs, c'est un sujet un peu plus inhabituel et sensible. Avec ces CGU, WeTransfer a donc franchi un pas qui a fait tiquer plus d'un de leurs clients. D'autant plus que l'utilisation de contenus protégés par le droit d'auteur pour entraîner des IA est un sujet très délicat pour les créateurs. Alors, dès que cette clause a commencé à circuler en ligne, les réactions ne se sont clairement pas fait attendre. Du jour au lendemain, WeTransfer est devenu la cible d'un véritable bad buzz. Pour ses utilisateurs, l'idée que ces fichiers personnels ou professionnels puissent être exploités pour entraîner une IA sans consentement explicite s'apparentait à une atteinte grave à la confidentialité et à la propriété intellectuelle de leurs travaux. Beaucoup ont interprété la clause comme une tentative de s'approprier leur contenu, et quand on lit certains passages de cette nouvelle clause, on peut les comprendre. C'est un service largement utilisé pour transférer des projets créatifs en cours, parfois confidentiels ou protégés par des contrats. Beaucoup leur accordaient une confiance aveugle. Et voilà que soudain, la plateforme semblait se réserver le droit d'en faire un usage potentiel pour ses besoins d'IA. Beaucoup d'utilisateurs ont même questionné la légalité d'une telle clause, notamment en Europe où le droit d'auteur et la protection des données personnelles sont stricts avec le RGPD par exemple. On y reviendra en fin de vidéo. Clairement, chez WeTransfer à ce moment-là, c'était la grosse crise. Comment répondre à une telle polémique? Comment regagner la confiance de ses utilisateurs après ça?
Face à l'ampleur de la polémique en l'espace de 24 heures, WeTransfer a dû agir en urgence pour éteindre l'incendie. Dans un premier temps, la société a publié des démentis et des explications pour rassurer les utilisateurs inquiets. Un porte-parole de WeTransfer a clarifié publiquement, notamment auprès de la BBC, qu'il n'utilisait ni l'apprentissage automatique ni aucune forme d'IA pour traiter les contenus partagés via WeTransfer et qu'il n'avait pas pour projet de vendre les fichiers et les données de leurs utilisateurs à des tiers. Pour faire simple, WeTransfer a martelé le fait qu'en pratique, aucun fichier utilisateur n'avait été utilisé pour entraîner une IA, ni en interne ni via un partenaire, et qu'il n'en était pas du tout question concrètement. Ok, bon, tout ça c'est positif, au moins ils ont réagi rapidement en rassurant une partie de leur clientèle. Mais du coup, pourquoi avoir mentionné explicitement dans leurs conditions d'utilisation qu'ils se réservaient le droit d'exploiter les fichiers des utilisateurs à des fins d'amélioration de leur système d'IA? Selon WeTransfer, la clause a été mal écrite et portée à confusion. Dans une déclaration officielle, l'entreprise explique qu'il ne s'agissait en aucun cas de s'octroyer des droits sur les fichiers transférés, mais plutôt de décrire les permissions techniques nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service, comme le stockage temporaire, le traitement ou l'envoi des fichiers, ce qu'on a vu plus tôt. Ces conditions d'utilisation ont été rédigées selon eux de manière trop générale, sans tenir compte de l'impact que certaines formulations pouvaient avoir auprès du grand public, et en moins de 48 heures, elle a été intégralement réécrite pour dissiper toute ambiguïté. Avec ces déclarations, WeTransfer a adopté un ton humble et transparent pour tenter de retourner la situation. Ils ont été très réactifs, comme je vous le disais, les CGU ont été rapidement modifiés, donc d'un côté ça montre à quel point le bad buzz a été pris au sérieux en interne. Bon, malgré le correctif express de WeTransfer et ses explications, cette affaire a laissé des sérieuses traces sur leur image de marque. Pour beaucoup, WeTransfer a commis un faux pas qui a entamé la confiance que lui accordaient ses utilisateurs fidèles. D'autres pensent que la première version de cet article n'a pas été mal écrite par erreur, comme l'a suggéré WeTransfer, mais qu'elle reflétait au contraire la véritable intention de l'entreprise. Faire évoluer discrètement ses conditions d'utilisation pour élargir son accès aux données des utilisateurs. Selon cette interprétation, la formulation floue et permissive du premier article 6.3 aurait été délibérée, un test pour mesurer la réaction du public. Est-ce que WeTransfer cache un plan bien plus vaste de collecte de données personnelles? Pour beaucoup, c'est le cas, et d'autres font confiance aux justifications de l'entreprise. Alors que les modèles d'IA deviennent de plus en plus performants grâce à l'ingestion massive de contenu numérique, ce qui inquiète, c'est un peu cette ligne floue qui persiste entre innovation technologique et respect du consentement. Même si selon WeTransfer, la cause de toute cette affaire n'est qu'un simple malentendu à cause d'une clause maladroitement écrite, cette affaire a surtout permis de recentrer l'attention sur l'urgence de redéfinir les règles du jeu dans un monde où chaque fichier, chaque image, chaque mot partagé en ligne peut devenir à notre insu une brique dans l'édifice de systèmes intelligents de plus en plus intrusifs. Vers où allons-nous et à quel prix? Quel sera l'avenir de nos données personnelles sur Internet? Alors concernant WeTransfer, on parle d'un service étant basé en Europe, aux Pays-Bas. Il est donc, comme je vous le mentionnais plus tôt, soumis au RGPD, le règlement général sur la protection des données, et aux lois néerlandaises très strictes en matière de vie privée. Avec le RGPD, WeTransfer est obligé de demander clairement le consentement de l'utilisateur avant de récolter ces données, de lui expliquer à quoi elles servent, combien de temps elles seront conservées, et de lui donner la possibilité de les modifier ou de les supprimer. Par exemple, lorsqu'un utilisateur envoie un fichier via WeTransfer, la plateforme doit garantir que le contenu reste privé, qu'il n'est pas analysé à des fins commerciales et qu'il est supprimé après une durée précise, ce qu'on a vu en première partie. Si une fuite de données survient, WeTransfer doit en informer les autorités et les personnes concernées dans les 72 heures, ce qui crée une réelle pression pour renforcer leur sécurité et garder une certaine transparence. Et pour finir, et ça c'est bon à savoir, chaque utilisateur européen peut demander à voir tout ce que WeTransfer sait sur eux et exiger que ces données soient effacées. Bref, sur le papier en Europe, nos données personnelles sont bien protégées, le RGPD est l'un des textes les plus stricts au monde à ce sujet, mais pendant qu'on encadre sévèrement ces pratiques en Europe, ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis ou en Chine, des entreprises exploitent librement des montagnes de données personnelles, souvent sans que les utilisateurs en soient pleinement conscients, pour entraîner des intelligences artificielles toujours plus puissantes. Cette différence crée un déséquilibre perçu par certains comme un frein à l'innovation européenne, car les IA développées hors UE peuvent s'appuyer sur des jeux de données massifs, tandis que d'autres, au contraire, estiment que ces règles sont essentielles pour garantir les droits fondamentaux des citoyens. Et c'est ce débat entre performance et protection que WeTransfer a entre autres ravivé ces derniers jours sur internet. J'ouvre le débat en commentaire, je serais très curieux de lire vos avis à ce sujet et qu'on débatte tous ensemble. Si vous avez envie de voyager, je vous invite à découvrir les dessous de Flixbus, c'était le sujet de mon dernier mini docu. Allez, salut!